Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de l'émission Derby Time qui, toutes les 2 semaines, vous fera découvrir ou redécouvrir une rivalité ou un derby historique du football mondial à travers l'histoire, les statistiques et les rencontres marquantes. Aujourd'hui, 5e épisode déjà, et après un détour par la Bretagne, on retraverse la Manche, direction l'Angleterre, et plus particulièrement la rivalité opposant Liverpool à Manchester United. Pour ce podcast, je serai accompagné comme à mon habitude d'Augustin. Salut à toi. Salut Anthony, salut à nos invités qu'on connaît très très bien. Et aujourd'hui, Salut les comme je gars. te dis, ce sera un épisode un peu spécial. Alors, nous n'accueillons pas de journalistes, des réservistes, de SoFoot ou d'autres grands médias de sport, mais simplement deux amis, deux compères de notre école de journalisme. Alors, d'un côté, nous avons Maxence, qui vient de terminer sa 3e année avec nous, grand fan de Liverpool depuis 2011, qui a d'ailleurs fait une vidéo YouTube sur la mythique finale de Ligue des Champions entre Liverpool et Milan en 2005, qui a dépassé le million de vues. Donc, salut à toi, Maxence. Salut les gars, merci pour l'invitation. C'est avec plaisir. Et de l'autre côté, Abdoulaye, supporter acharné de Manchester United depuis 1999, parce que oui, il est un petit peu ancien. Salut à toi, Abdou. Bonjour à tous, bonsoir à tous et Glory Glory Man United. Le vétéran est là. On aura l'occasion d'en reparler. Mais pour tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va commencer par rapidement présenter les clubs. Donc Augustin, tu peux commencer par Liverpool. Yes, alors du coup, Liverpool est fondé le 13 août 1892 précisément, et on les surnomme bien évidemment les Reds. Ils évoluent depuis leur création au stade, mais même le mythique stade d'Anfield, véritable temple comme Old Trafford d'ailleurs du football anglais. Son emblème est le Liverbird, un oiseau mythique, mi-cormoran, mi-aigle, qui orne traditionnellement le mythique maillot rouge des Reds à chaque match à domicile. Au-delà de cette image de géant du football en Angleterre et dans le monde d'ailleurs, Liverpool, c'est aussi l'un des plus beaux palmarès européens avec entre autres 6 Ligues des Champions, 3 Europa League, 4 Supercoupes de l'UEFA et une Coupe du Monde des clubs, mais aussi l'un des plus grands palmarès anglais avec 19 championnats, 19 Premières Ligues du coup, 7 Coupes d'Angleterre, 8 Coupes de la Ligue et 15 Community Shield. Au-delà de ça, le joueur le plus capé du club est l'anglais Ian Callaghan avec 857 matchs au compteur. Le meilleur buteur est le gallois Ian Rush avec 346 buts marqués. Et si on peut par contre résumer le club à un seul homme, je pense que tout le monde s'accordera pour dire que c'est le mythique capitaine des Reds des années 2000-2010, Steven Gerrard, l'international anglais d'ailleurs aussi. Il a été nommé pour la première fois capitaine en 2003 à l'âge de 23 ans et il ne lâchera pas le brassard jusqu'en 2015 avant de traverser l'Atlantique et atterrir au LA Galaxy. C'est un joueur qui n'aura jamais donc trahi ses couleurs. Évidemment, comment peut-on aussi parler de Liverpool sans évoquer le mythique You'll Never Walk Alone, célèbre hymne et devise du club, un chant mondialement connu dont on peut tout de suite écouter un court extrait. Et voilà pour ce petit extrait. Du coup, j'ai une première question, Maxence, à te poser. Si tu devais justement citer un ou deux faits particuliers sur ton club, si tu avais quelques anecdotes qui te viennent à l'esprit, lesquelles seraient-ce justement? Forcément, le premier truc qui me revient en tête, c'est la finale de 2005, donc la finale d'Istanbul, le miracle d'Istanbul comme on la surnomme. Tout le monde la connaît, un peu besoin de la présenter, je pense. C'est le 3-0 à la mi-temps contre l'AC Milan. On se fait dominer comme jamais une équipe a été dominée en finale de Ligue des Champions. On n'existe pas du tout. Et retour des vestiaires après un discours mythique de Gerrard à la mi-temps. On revient au score en l'espace de 7 minutes, donc 3-3, tir au but et on la gagne. Donc forcément, c'est le souvenir que j'ai de Liverpool, mais il y en a beaucoup d'autres parce que c'est un club qui a procuré des émotions, qui procure des émotions à chaque saison. Donc, mais si je devais t'en citer que un, ça serait vraiment cette finale de 2005. Vis-à-vis des supporters, de la hype autour de ce club, justement, est-ce que tu as quelque chose à ajouter, par exemple, dans la présentation du club? Ouais, il y a toujours eu avec Manchester aussi, mais avec Liverpool peut-être encore plus, il y a toujours eu
une importance des supporters. On le voit encore cette année. Là. Cette année, il n'y a pas de supporters dans les stades. Ça se ressent dans les matchs. Il manque Anfield derrière le club, mais dans toute l'histoire de Liverpool, il y a toujours eu les supporters qui ont eu une place énorme dans les victoires comme dans les défaites. Parce que même dans les défaites, les supporters sont toujours là, avec l'hymne du nouveau Walk Alone qui est vraiment mythique et qui a été instauré d'abord à Liverpool, puis dans certains autres clubs européens, je pense notamment à Dortmund. Mais ouais, les supporters et Anfield ont une place importante, essentielle au sein du club, c'est clair. Très bien, très bien. Bah, du coup, je vais laisser Anthony poursuivre. Je vais te passer la main pour pouvoir faire la présentation de Manchester United, justement. Donc, comme tu le dis rapidement, Manchester United, donc fondé le 5 mars 1878 dans le district de Trafford, donc non loin de Manchester. C'est le palmarès le plus fourni d'Angleterre avec 20 championnats, 12 coupes, 5 coupes de la Ligue anglaise, 21 Community Shield, donc sur la scène nationale. Sur la scène européenne, le club n'est pas en reste non plus avec ses 3 Ligues des Champions en 68, en 1968, 1999 et la dernière en 2008, lors d'une victoire 6-5 au tir au but face à Chelsea, avec dans ses rangs les Tevez, Rooney, Ronaldo, Vidic ou encore Ferdinand. Une Coupe des Coupes en 1991, une Ligue Europa récemment en 2017, une Super Coupe de l'UEFA, une Coupe intercontinentale et une Coupe du Monde des clubs en 2008. Donc, comme tu l'as dit avant, il joue à Old Trafford, donc un autre stade mythique et historique du football anglais, surnommé le Théâtre des Rêves, suite à de nombreux exploits du club mancunien, dont Abdou nous parlera peut-être plus tard. L'entraîneur, ils ont bien sûr l'entraîneur mythique, Sir Alex Ferguson, qui officia à Manchester United de 1986 à 2013, avec un bilan monstrueux de 897 victoires, 338 matchs nuls et 267 défaites, et avec qui Manchester aura tout gagné et aura fait peur à une bonne partie de l'Europe, voire même l'Europe entière pendant de nombreuses saisons. Le joueur le plus capé, c'est Ryan Giggs, avec 963 matchs entre 1991 et 2014. Et le meilleur buteur, c'est Wayne Rooney, avec 253 buts en 559 rencontres de 2004 à 2017. Après, si on peut encore rapidement, tu parlais de Steven Gerrard précédemment, si on peut encore rapidement citer des joueurs mythiques d'United, il y en a tellement qu'on ne pourrait pas tous les citer. Et en plus de ceux qu'on a déjà cités un peu plus haut, on peut encore parler des Charlton, Scholes, Neville, Best, Beckham, Van Persie, Van der Sar ou encore Eric Cantona. La liste pourrait être longue. Et du coup, j'ai aussi une première question à te poser, Abdou. La même que pour Maxence, si tu devais citer un ou deux faits un petit peu particuliers sur le club de Manchester United, qu'est-ce qui te viendrait à l'esprit et de quoi tu auras envie de parler sur ton club? Alors, si je devrais citer quelques faits, d'abord, je commencerai par la finale de 1999 contre le Bayern Munich. Donc, mené à 0 dès les premières minutes du match sur un coup franc de Basler. Et après, c'est une domination, mais vraiment presque complète du Bayern, hein, puisqu'ils ont mis, je crois qu'ils ont mis 2 poteaux, une transversale ou quelque chose comme ça. Et ça se joue dans les tout derniers instants du match où Teddy Sheringham, il égalise sur un quart d'heure envoyé. C'est une frappe de Giggs et lui, il la reprend. Et après, bah, directement par après, Manchester repart à l'attaque. Un coup franc détourné. Je crois que c'est une remise encore de Sheringham, mais cette fois, c'est Solskjaer qui la pousse au fond. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et sinon, bah, la finale de 2008, bien sûr, hein, cette nuit à Moscou, pardon, donc contre Chelsea. Un match stressant, stressant et un tir au but où Ronaldo il rate son penalty. Et après, voilà, Terry, s'il la met, c'est fini. La glissade. C'est là où on croit au miracle. Et après, bah, Anelka qui rate son penalty. Et après, sinon, ce qui m'a toujours fasciné chez ce club, c'est comeback. Donc, toujours cette faculté à perdre des fois 2-0, 3-0, mais ensuite à remonter la pente et à gagner. Et ça, c'est ce que j'ai toujours aimé dans ce club. Et pour en revenir par rapport au comeback, c'est un petit peu, comme ils appellent, le théâtre des rêves, où beaucoup de nuits se sont passées à domicile. Et avant d'aller plus loin, on va un petit peu parler des saisons respectives de vos clubs. Je vais commencer par toi, Abdou, si déjà. Donc, rapide point, Manchester United, actuellement deuxième de Première Ligue, avec 5 points d'avance sur la troisième place, et bien parti pour jouer une nouvelle finale d'Europa League. À noter que le titre est quasiment perdu, même si mathématiquement, c'est pas encore bon. City est loin devant. Il semble un petit peu se relever après plusieurs saisons difficiles.
et notamment après avoir dû gérer l'après Ferguson. Comment est-ce que tu ressens un petit peu la saison et les 2-3 dernières saisons qui se sont passées à Manchester? Alors, les 3 dernières saisons, si je remonte à les 3 dernières saisons, tu me ramènes Mourinho déjà. Tu me ramènes Mourinho et je vais être honnête, moi je pensais que c'était Mourinho qui allait remettre Manchester sur les rails, tu vois. Et bon, ça s'est plutôt bien passé la première année, mais après, voilà, tout le monde connaît le coaching de Mourinho et son mauvais relationnel avec les joueurs. Et donc, on est retombé dans la tourmente. Et c'est marrant, c'est parce que ce qui est marrant, c'est qu'il s'est fait virer après une défaite contre Liverpool en plus. Et après, Solskjaer, il est arrivé. Alors moi, honnêtement, je pensais que c'était de l'intérim, hein. Pour moi, Solskjaer, ça allait être de l'intérim. Ensuite, on allait rebondir sur, je sais pas, Allegri ou quelqu'un comme ça, tu vois. Tuchel. À ce moment-là, je pensais à Tuchel et tout. Et donc, il y a eu un très, très bon départ. Après, Solskjaer, il est arrivé en mars. Ça a bien joué de mars jusqu'à février. Ça a très bien joué, mais à partir de mars, ça a commencé à descendre, on va dire. Après, c'est là où Paris a éliminé le PSG en plus. J'y croyais pas. Mais bon, ça a pris du temps avec Solskjaer. Mais aujourd'hui, franchement, bravo à lui parce que il a remis une cohésion d'équipe que j'avais pas vue depuis au moins 8 ans. 7, 8 ans. T'es sûr que c'est où Paris a éliminé le PSG ou si c'est où Manu a éliminé le PSG? Manu a éliminé Man United, on dit. Man United a éliminé, pardon, je me suis perdu dans les mots. Ah, Man United a éliminé le PSG. Mais c'est vrai que cette histoire de cohésion d'équipe et même de niveau, hein, je ne l'avais pas vu, mais depuis tellement longtemps. Pour revenir un peu à cette saison, du coup, il y a un petit peu de. Il y a eu des bonnes rencontres. Alors, il y a eu des débats comme le match à Tottenham, enfin à domicile, mais contre Tottenham en début de saison. Mais il y a eu des beaux petits résultats, notamment la victoire de nouveau au Parc. Il y a eu le 5-0 à Leipzig en Ligue des Champions, enfin à domicile contre Leipzig. Vous n'avez pas perdu contre Manchester City, qui pourtant est en train de rouler un peu sur la première ligue cette année. Est-ce que tu t'y attendais un peu à cette saison, du coup, une fois que, comme dit, tu as eu un peu de mal avec l'entraîneur en début de saison? Est-ce que tu t'attendais cette année à revoir un Manchester United plutôt solide second de première ligue, bien qu'après, il y a forcément d'autres paramètres qui rentrent en compte, comme par exemple la petite chute, mais ça, on en reviendra plus tard, la chute de Liverpool cette saison. Est-ce que tu voyais un petit peu une saison comme ça pour Manchester? Sachant qu'il y a Alors, potentiellement une nouvelle finale d'Europa à jouer après avoir sorti Milan. C'est bien parti pour sortir Rome. Il y a eu Grenade entre. Ça peut potentiellement aller au bout. alors, Manchester, je les voyais dans le top 4. J'étais sûr qu'ils allaient être dans le top 4. J'ai été surpris de les voir premiers. Ouais, je crois que c'était en décembre. Franchement, j'étais surpris. Et puis, ça faisait combien de temps? Je crois que ça faisait 7 ans qu'ils n'avaient pas été premiers. Donc forcément, la joie, tu vois. Mais ouais, je ne m'attendais pas à ce que... moi, je les voyais, allez, on va dire, troisième, quatrième. Mais deuxième, je ne les voyais pas. Et je les voyais pas, je voyais pas cette longévité de matchs sans défaite à l'extérieur. Là, la dernière défaite qu'on a eue, c'est contre Sheffield. C'est en mars, je crois. Mars ou février, je ne sais même plus. Mais ouais, si, j'étais sûr qu'il allait avoir le top 4. Mais après, par rapport à la Ligue des Champions, c'est un échec. C'est un échec parce que à mi-parcours, tu es premier, tu as 9 points. Après, tu finis troisième. Mm. À cause un match perdu contre Basak Sehir en plus. Tu vois. Donc la Ligue des Champions, c'est un échec. Mais bon, après, pour la Ligue d'Europa, c'est bien. Après, pour tout ce qui est compétition à élimination directe, j'ai toujours un peu douté de Solskjaer parce que jusque-là, il a toujours fait des demi-finales. Il n'a jamais fait de finale. Et ça, c'est son grand bémol, c'est que il te fait des grands parcours. Après, quart ou demi, il tombe. Sauf pour le match d'hier où voilà, il y a eu une descente sur Rome. Je vais enchaîner de mon côté avec Liverpool. Bon, on l'a déjà dit, hein, on va le répéter, c'est la saison galère. Ils sont actuellement justement voilà, 6e de Première Ligue avec 15 victoires, 9 nuls, 9 défaites. Cette place, Maxence, je pense que tu t'accorderas avec moi pour dire que ce n'est pas celle que Liverpool mérite. Pardon. 54 points. Il manque voilà, 4 points pour être à hauteur de Chelsea, qui est
la quatrième équipe à être qualifiée en Ligue des Champions. Concrètement, comment tu vois la fin de saison des Reds et qu'est-ce que tu penses même jusqu'à présent du parcours de Liverpool, que ce soit en Ligue des Champions où ils ont déjà été aussi éliminés par le Real de ces derniers matchs en PL? Je pense que la position qu'on a actuellement dans le classement, c'est pas du tout immérité. Enfin, on mérite totalement d'être à ce niveau-là du classement. On a depuis janvier, donc juste avant janvier, décembre, on était encore premier de Première Ligue avec 5 points d'avance sur City. Et passé les fêtes, on s'était complètement déconnecté. Donc AVC total de l'équipe avec la série de défaites à domicile et tout ce qui suit. Je ne vais pas refaire le résumé, mais c'était vraiment une catastrophe. Donc cette saison, si je vais la qualifier en un mot, c'est vraiment la débandade. C'est vrai que quand tu regardes l'effectif et quand tu regardes les saisons qui ont précédé, on était tous positifs en tant que supporters. Moi, honnêtement, au début de saison, je pensais qu'on pouvait, j'étais confiant dans le fait qu'on pouvait jouer le doublé, donc Première Ligue et Ligue des Champions. Ça avait plutôt bien commencé. En Ligue des Champions, on était premier de notre groupe assez facilement. Première Ligue, on était premier avec une bonne petite avance en décembre. Mais forcément, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait qu'on a dégringolé. Donc, il y a eu le Covid. Je ne vais pas me cacher derrière le Covid. Toutes les équipes subissent ça. C'est sûr, tout le monde doit s'adapter. Mais force est de constater qu'à Liverpool, on s'est mal adapté dans la préparation, je pense. Préparation qui a été décalée, et ce qui est super important à Liverpool. Et donc, après, il y a Anfield qui était vide. Ça a aussi joué, je pense. Peut-être plus que dans certains clubs où, comme je l'ai dit avant, le 12e homme à Anfield, en Anfield, ça fait des différences énormes. On l'avait d'ailleurs vu contre Tottenham en décembre, où le public était revenu. Et c'était, je pense, sans public, on n'aurait jamais gagné ce match. On a gagné 1-0, but à la 95e de Firmino. Et voilà, passer la période des blessures qu'on a eues, là, les blessures à répétition, donc il y a eu Van Dijk en octobre contre Everton. Après, il y a eu Alcantara dans le même match, d'ailleurs, il me semble. Et ensuite, ça a enchaîné Gomez, Matip, Fabinho, Henderson. On a dû faire jouer des milieux de terrain en défense centrale. Enfin, c'était une catastrophe. Je pense aussi que le fait de ne pas avoir remplacé Lovren au mercato estival, et ça a été un risque. Le risque, il a clairement été perdant là sur le long terme, vu on n'avait pas assez de défenseurs centraux. La saison, on aurait. De cette Ouais. saison. Je te coupe juste rapidement parce que c'est un thème qui peut être abordé. La charnière centrale à Liverpool, elle est totalement décimée. Je veux dire, il n'y a pas de Van Dijk, certes, mais au-delà de lui, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est Kabak avec, j'ai oublié son nom, mais bref, c'est vraiment. Phillips. Voilà, merci Phillips. Donc, c'est vraiment pas la charnière centrale de ces dernières années, voilà, avec du Van Dijk, Matip, Van Dijk, Gomez. Est-ce que tu penses que c'est justement ce qui a fait la différence aujourd'hui pour expliquer aussi en partie la position de Liverpool au classement? C'est forcément, quand il te manque autant de joueurs cadres, surtout des postes aussi clés, tu as forcément des défaillances qui suivent. Mais c'est plusieurs éléments en fait. C'est aussi peut-être des mauvais choix tactiques de Klopp. Forcément, je te parlais de la décision de ne pas remplacer Lovren. Il y a aussi le fait de descendre Henderson et Fabinho du milieu de terrain, alors que c'était vraiment notre atout au milieu de terrain, nos piliers. On les a descendus en défense centrale, ce qui nous a fait perdre en qualité au milieu de terrain et en maîtrise de jeu. Et c'est un enchaînement de choses en fait. Donc des mauvais choix tactiques, des blessures, donc mauvaise préparation sans doute, et un mélange de manque de chance, de cadres aussi qui ne répondent pas forcément présents comme ils ont pu répondre dans les années précédentes. Je pense à Mané qui, depuis janvier, est quand même assez inquiétant. Je suis sûr qu'il va bien revenir la saison prochaine, mais il faut avouer que là, la deuxième partie de saison, elle est très compliquée pour Mané. Il y en a d'autres. Il y a Robertson qui n'est pas aussi flamboyant que d'habitude. Trent qui, un coup, il fait un match incroyable où il nous fait des passes d'ess à la Trent Alexander-Arnold. Et après, il se déconnecte pendant 2-3 matchs. Donc, et pareil pour Alisson aussi, avec les boulettes qu'il a pu faire pendant la deuxième partie de saison. C'est compliqué pour tout le monde, tous les clubs, mais Liverpool particulièrement, du fait des saisons qui ont précédé et par rapport à ce qui s'est passé en début de saison. Là, donc c'est vrai que c'est catastrophique. Mais on peut encore se rattraper. Ce week-end, notamment, là, ça va être la finale contre United. Si on perd, le top 4, c'est fini. Mais on peut encore se rattraper. Sauver les meubles, en tout cas. Je rebondis rapidement sur ta phrase où tu parles des mauvais choix de Klopp, de reculer Henderson et Fabinho. Comment est-ce que tu aurais vu la chose, toi,
avec les blessures qu'il y a eu derrière, comment tu aurais vu la chose? Comment est-ce que tu aurais modifié cette charnière centrale, justement, sans toucher au milieu de terrain, qui est effectivement déséquilibre complètement le bloc équipe, déjà qu'il n'y a pas le taulier derrière, quoi. Bah, c'est clair que c'était compliqué parce que quand tu vois que tu as Gomez blessé, Matip blessé, Van Dijk blessé, nos 3 centraux titulaires à l'habitude, bah, forcément, il faut les remplacer. On n'a pas. Moi, je pense qu'il aurait fallu chercher un jeune, faire le pari d'un jeune en attendant le mercato hivernal, ce qu'on n'a pas fait. Du coup, enfin, on a installé Phillips, mais bon, il revenait d'un prêt de Stuttgart, c'était pas du tout. Enfin, limite, normalement, on était censé le vendre cet été. C'était vraiment un concours de circonstances qui joue. Mais pour moi, il aurait dû prendre un. Enfin, il n'aurait pas dû autant solliciter Fabinho en défense centrale, parce que ça, vraiment, ça a déséquilibré l'équipe totalement. Et surtout, le mercato hivernal, il a mal géré la situation pour moi, parce qu'il a recruté 2 centraux, donc Kabak et alors l'autre, je me souviens même plus de son nom, tellement il a même pas joué une seule minute. J'ai un trou, mais en gros, c'est un défenseur de championship. Et cet autre défenseur, bah, il n'a pas fait jouer une seule fois. Donc, ok, il vient de Championship, mais bon, on en a quand même besoin actuellement. C'est un défenseur central de métier. Il l'a pas fait jouer. Et Kabak, bon, ça a été compliqué au début. On l'a tous vu. Là, il s'est un petit peu mieux repris, mais ça reste assez fragile. Mais c'est clair que bon, on était quand même limité. Moi, je pense que tout est parti d'un problème de gestion. Il a pris un risque en ne remplaçant pas Lovren. Et après, a découlé les erreurs qui ont suivi, quoi. Tu parlais de Neco Williams, ou je me trompe? Non, c'est un autre. Je vais chercher, je te dis ça dès que je l'ai. Mais je me souviens même plus de son nom. Il a vraiment pas joué une seule minute. Il est arrivé Il est arrivé de latéral, hein, qu'on soit d'accord. Non, c'est un central. C'est un central de métier. Ah, aussi, Tsimikas, ok. Ok, bah, on va peut-être enchaîner du coup avec la suite. En attendant que tu cherches, là, on va enchaîner un petit peu. Donc, Ouais. du coup, on va maintenant remonter le temps, s'intéresser à l'histoire de ce derby. D'où vient cette rivalité et comment a-t-elle évolué au cours des dernières années? Alors, Augustin, de quand date la première rencontre entre les deux clubs? Bah écoute, déjà, je pense qu'il faudrait concrètement un livre entier pour revenir sur toutes les oppositions entre les deux clubs. Donc, à défaut de faire 400 pages, on peut déjà dire que oui, la rivalité entre Liverpool et Manchester est connue sous bien des appellations. Donc, on parlait de Derby of England. Il y a aussi le Northwest Derby. Et c'est vraiment le derby entre il faut insister là-dessus, mais le derby entre les 2 clubs anglais les plus titrés. Voilà. Sinon, voilà, pour revenir à ta question, on trouve trace du premier derby de l'histoire entre les 2 équipes en 1895. Et c'était vraiment sur un très gros score, un score de tennis, puisque le match se conclut sur un 7-1 pour les Reds. C'est encore d'ailleurs la plus grosse victoire à ce jour. Mais l'historique des rencontres est donc vraiment ancien. Cependant, on peut vraiment parler de rivalité sportive entre les Reds et les Red Devils depuis les années 60 concrètement. Les villes de Liverpool et de Manchester sont distantes de 55 km. À titre de comparaison, on peut dire que c'est moins qu'un Lyon-Sainté en France, par exemple. Pourtant, voilà, ces 2 clubs ont quand même cette forte rivalité, alors que les 2 villes ont plusieurs clubs en Première Ligue. Je pense bien sûr à Manchester City, qu'on a cité, qui est d'ailleurs premier cette saison, comme tu nous l'as dit, à Everton pour Liverpool. Et pourtant, c'est en raison des résultats sportifs et de cette rivalité pour le titre que le derby s'installe et la haine entre les 2 clubs s'installe. À titre justement d'exemple, le dernier transfert entre les 2 clubs remonte à 1964, donc c'est pour parler un petit peu de l'ampleur de l'antagonisme et du fait à quel point voilà, il y a une haine réciproque entre les 2 clubs. Mais ensuite, il y a plusieurs faits marquants, plusieurs matchs sur lesquels je voudrais parler rapidement avec nos 2 invités. Donc, ce ne sera pas le jour où, mais plutôt les jours où. Et on va commencer déjà avec Abdou, si on reprend dans l'ordre chronologique. Le 23 mars 2008, United l'emporte 3-0 avec des buts de Nani, de Ronaldo, de Brown. Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce match? Et si ce match-là ne te convient pas, est-ce que tu en as d'autres en tête pour parler de ça? Alors moi, ce qui m'avait marqué déjà, c'est que Wes Brown marque. On va commencer par ça déjà. Que Wes Brown marque, ouais, bon, tu vois, c'est pas un mec qui marque Wes Brown, tu vois. Pas forcément.
Hein? C'était pas forcément son rôle sur le terrain de marquer les buts. Non, non, c'était pas du tout son rôle. C'était pas du tout son rôle. Mais sa saison 2008, elle est très très bien à West Brom. Elle est vraiment bien, tu vois. Euh, Moi, j'ai en tête le but de Nani. Le contrôle orienté qui laisse deux joueurs derrière lui et une frappe, voilà. Un boom qui laisse Pepe Reina sur le carreau, tu vois. Il plonge même pas. Et la célébration avec les saltos et tout, etc., etc. Tu vois. C'était les débuts de Nani en plus. Ouais, c'est Et quelque chose qui va encore mettre un crochet du droit à Maxence sur le combat entre United et Liverpool, mais je pense qu'il aura des arguments tout à l'heure pour se venger. bien sûr. Non, mais il y a plein de matchs, il y a plein de matchs à retenir. Euh, Plusieurs 2-1. Il y en a eu pas mal des 2-1 que j'en ai retenu. J'ai pas les dates exactes. Après, le dernier 2-1 que je retiens, c'est celui où Mata met le doublé chez eux. Je crois que c'est en 2016. Euh, voilà, le Manchester de Van Gaal en plus. Avec Di Maria et tout. Bon, c'était un match où je voyais pas du tout la victoire, tu vois. Mm. Mais sinon, il y a encore le 3-0. Je crois que le 3-0 qu'on leur a mis, je crois que c'était en 2015, je crois. Alors, c'était qui je crois que c'était Valencia, Rooney et Van Persie, mais je suis pas sûr. Si on veut parler de gros scores aussi, on peut parler justement, là Maxence va être content, mais du 14 mars 2009, qui est à mes yeux et sûrement aussi un match épique. United, pour se remettre un petit peu dans le contexte, ouais, voilà, Manchester United est en tête de Première Ligue avec 5 ou 6 points d'avance sur Liverpool et les Reds doivent absolument gagner le match pour être relancés dans la course au titre. 4-1 à Old Trafford, sachant qu'en face, il y avait quand même une Dream Team à United. Des buts de Torres, de Gerrard, de Aurelio et de même de Docena, Maxence. C'était comment? Bah, c'est incroyable parce que effectivement en face tu as United qui vient de gagner la Ligue des Champions juste la saison passée, donc c'est vraiment United l'équipe de United des années 2000. Je pense que Abdou sera d'accord avec moi. Et après l'équipe de Liverpool elle est pas ridicule non plus, hein. Attention, on a quand même du Pepe Reina, du Ipia, du Carragher, Gerrard, on avait Lucas Leiva, Mascherano et en attaque on avait Torres qui était à son prime à l'époque. Et comme tu l'as dit, ouais, en fait, c'était vraiment un match décisif parce que, en plus d'être à Old Trafford, il fallait à tout prix qu'on gagne ce match, sinon on était complètement largué dans la course au titre. Bon, finalement, on n'a pas gagné cette saison-là, mais le match a quand même été fondateur parce que à Old Trafford, ça arrive pas souvent, on les bat et on les bat avec un gros score, enfin 4-1. La Je sais manière. pas comment Abdou l'avait vécu à l'époque, mais je pense qu'il a très très mal dormi ce soir-là, quoi. Enfin, vraiment 4-1, surtout qu'il commence à ouvrir le score, hein. Ronaldo qui marque à la 23e sur penalty, après Torres qui enchaîne, Gerrard sur penalty et Aurelio qui nous met un coup franc. Un coup franc, bah, Aurelio de toute façon, son pied gauche était incroyable. Et Docena qui marque à la fin, 90e, j'avais complètement oublié Qui ce l'aurait joueur, cru? mais il avait marqué à la fin, incroyable. Et ce match était fou. Après, on n'a pas gagné au final, mais c'était quand même un souvenir assez fou dans la décennie. Si j'ai un autre match auquel je pense directement, là, c'est celui-là de la saison dernière. Saison dernière à Anfield, donc le 2-0 qu'on met. Et c'était aussi un match fondateur, mais là, ça s'est bien fini puisqu'on a gagné la première ligue. Et ce match, en fait, il y a eu notamment un but incroyable de Mo Salah où Alisson il lui fait une passe d'ess, donc il dégage la balle en contre-attaque, et Salah il traverse tout le terrain et il finit par marquer en face à face. Et ce match-là, en fait, c'est vraiment le moment où nous, supporters de Liverpool, on s'est dit, ok, là c'est sérieux, la première ligue, après les 30 ans de galère, de disette et tout, c'est maintenant qu'on va la gagner. On met 15 points dans la vue à City, on bat nos rivaux historiques United, avec la manière en plus. Et c'est une des premières fois de la saison où on a entendu les publics qui chantaient we're gonna win the league, donc on va gagner la première ligue. Et c'était vraiment le moment où tout le monde a pris conscience que c'était possible. Donc ça m'a marqué ce match. Je vais laisser Anthony poursuivre avec la partie statistique, mais il y aura beaucoup à dire là-dessus d'ailleurs, j'imagine. Anthony, à toi. La partie statistique est assez rapide au final et Maxence a un petit peu anticipé la question, mais il n'y a pas de souci. En tout, il y a eu 206 rencontres, 81 victoires pour Manchester United, 58 nuls et 67 victoires pour Liverpool. Tu nous as parlé d'un match qui t'a marqué donc, l'année dernière. Abdou, est-ce que, hormis les matchs dont on a déjà parlé un petit peu plus haut, est-ce que toi aussi, tu as un match qui t'a peut-être plus marqué que d'autres pour X ou Y raison
face à Liverpool? Ah bah, le 3-1, le début d'Anthony Martial, forcément. Anthony Martial, fraîchement acheté, 75 millions, je crois. Tout le monde se demande, enfin, pas d'où il sort. On sait qu'il sort de Monaco, mais qu'est-ce qu'il vaut en fait? Et là, il rentre, accélération, il absorbe Skrtel, accroché, là, il se présente, et là, boum. Et ça, j'oublierai jamais ça. C'est à ce moment-là, le mec, il rentre, il marque contre les rivaux historiques. Et ça y est, le joueur, tu le portes dans ton cœur, tu vois. Une bonne intégration. C'est acquis. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est une manière de montrer ce qu'il savait faire, en fait. Donc maintenant, pour Si je finir, peux me permettre, Vas-y. si je peux me permettre par rapport à ce match, le but que tout le monde retient, c'est plutôt sur Benteke. Hein. Le ciseau, là. Le ciseau, là. Les ciseaux de Benteke, il est violent, ouais. Tu vois, Benteke, non, en vrai, je te charrie. Non, mais Benteke, qu'il ait été à Liverpool ou pas, il a toujours mis des buts violents à Manchester, en fait. C'est pour ça que je déteste ce mec. Tous ses buts contre Manchester, c'est des sales buts. C'est une constante. L'année dernière, il a failli mettre un ciseau, je crois encore. Je crois que c'était l'année dernière, la saison dernière. Oh, il y a 2 saisons. Il a failli encore mettre un ciseau. Et pas vu, il était à Crystal Palace. Donc lui, il a quelque chose que United, il aime, il aime nous faire mal. Après, cette petite piqûre de rappel d'un but de Benteke pour charger un petit peu Abdou. On va poser encore quelques questions pour finir cette rencontre. Donc, Augustin, je te laisse commencer. Oui, avant qu'on envoie nos 2 invités dans leur traditionnel débat qu'on a si souvent pu voir à l'école. Déjà, Maxence, bon, on va revenir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais comment relancer le Liverpool de ces dernières années? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus qu'un recrutement pour combler les blessures au final? À ton avis, qu'est-ce qui manque cette année vraiment? Pour relancer, pour moi, faut forcément que la saison prochaine, déjà, on puisse avoir profité de notre effectif complet, qu'on fasse une meilleure préparation. Et ce qui va être important, c'est de changer certains postes. Donc là, il va falloir que FSG, nos propriétaires américains, ils posent enfin l'argent, parce que quand on regarde quand même sur la décennie, et quand on compare aux autres gros clubs de notre calibre, c'est quand même ridicule ce qu'on a mis sur la table. Je veux pas qu'on pose des 100 millions sur du Mbappé, pas forcément, tu vois. Mais on est vraiment là à un stade où, par exemple, pour prendre un exemple, quand on a gagné la Ligue des Champions, on a recruté absolument personne de l'été qui a suivi. Enfin, c'est vraiment, ils n'ont pas voulu toucher à l'effectif. Bon, ça a payé, on a gagné la première ligue derrière. Mais après, l'été suivant, pareil, nouveau, on a, à part Jota, bon, Alcantara aussi, mais enfin, on recrute pas assez fréquemment, je trouve, à mon sens. Et ça va être, il va falloir faire un travail là-dessus. Je pense notamment au poste. Il faut absolument qu'on recrute un numéro 9. Ça fait des années qu'on n'a plus de numéro 9 performant, dans le sens où un numéro 9 qui peut rentrer et qui peut être une valeur sûre. Firmino, c'est pas un vrai 9, il a ses qualités, mais c'est essentiel pour moi de recruter un 9. Ensuite, défense centrale, hein, forcément. On parle beaucoup de Konaté en ce moment. J'ai vu, il y a des rumeurs par rapport à Konaté de Leipzig. Ça serait une bonne option. Peut-être aussi une doublure pour Trent, parce que pour lui apporter un peu de concurrence et pour aussi pouvoir le soulager, parce qu'il joue quand même énormément de matchs et on se base beaucoup sur lui, surtout notre jeu est basé sur les latéraux, tout ça. Donc une doublure pour Trent. Et j'ai envie de te dire, un peu plus de chance aussi. Hein. Je veux pas être mauvaise langue, mais on a quand même eu une saison en termes de chance. C'était ok, la chance, ça se mérite, mais enfin une saison assez malchanceuse. Mais il va falloir travailler très clairement pour revenir. Mais je pense pas qu'on est en fin de cycle. Je suis persuadé que la saison prochaine, on sera de nouveau là pour la Première Ligue et pour la Ligue des Champions. Ça, j'en suis convaincu. Et pour United, je suis pas du tout convaincu de ça, par contre. Justement, on parle de Ligue des Champions. J'ai une question là-dessus, justement. Tout à l'heure, j'avais fait un petit point sur le classement. Tu as justement ces espoirs de qualif en Ligue des Champions cette année, malgré tout? Alors là, comme j'ai dit avant, si on gagne contre United dimanche, totalement. Mais en cas de nul, pour moi, c'est fini. C'est fini parce que je vais juste me reprendre le classement sous les yeux là, parce que je le connais pas. Le classement, si tu Mais la Première Ligue actuellement, on est ouais, je le veux bien là. 6e, 54 points, devant West Ham à 55, c'est ce qui est assez proche. Chelsea, premier qualifié en Ligue des Champions, 58. Leicester, 63. United, 67. Et City, 77.
Si tu veux, on est à 4 points du top 4. Chelsea, Leicester, ils sont bien partis pour l'instant, mais on a un calendrier plutôt favorable. Bon, on joue United dimanche, mais après, on joue que les clubs de milieu de tableau, ou de bas de tableau. Mais en même temps, c'est contre ces clubs qu'on a perdu quasiment tous nos matchs cette saison. Donc, je suis confiant par rapport au calendrier, à voir selon le résultat de ce week-end. Mais ça va être une finale ce week-end, c'est clair et net contre United. Si on perd, on peut dire adieu à la Ligue des Champions. Je vais continuer du coup avec les prochaines questions. Elles s'adressent aux deux, donc à voir qui répond en premier. Cette saison ou en général, dans vos saisons respectives, est-ce que pour vous c'est le match le plus attendu de la saison? Les deux matchs du coup les plus attendus de la saison face à Liverpool, ou il y a peut-être d'autres matchs qui comptent le plus à vos yeux? Non. Non. Non, après, si je peux développer, le derby, il a un petit peu perdu de sa valeur. Ça fait une bonne poignée d'années que le derby il a perdu de sa valeur, hein. Je suis désolé, hein, c'est pas. Après, voilà, 2008, c'était particulier parce que les deux équipes se disputaient le titre, tu vois. Mais voilà, après, Liverpool a eu une période, en plus, quand ils avaient Roy Hodgson et tout, etc., etc., ils n'étaient pas au mieux de leur forme. Ils étaient dans le ventre nous, puis ensuite, ça a été notre tour, tu vois. Donc, forcément, ça rendait pas les derbys croustillants. Ça rendait pas les derbys croustillants comme dans les années 2000. Ouais, non, ce sera pas ce sera pas ce match dimanche qui sera le plus attendu pour moi. Après, c'est plus une finale pour Liverpool. Manchester, je pense qu'ils ont déjà assez sécurisé le top 4 comme ça. Ce match-là, c'est vraiment à eux de bien prendre, hein, parce que un match nul, ça peut aller encore. Mais s'il y a une défaite et que Chelsea gagne ensuite derrière, ça risquerait d'être compliqué pour eux. Après, il faut pas oublier qu'ils ont quand même fait 2 ans de folie, parce que c'est bien beau de parler de l'année dernière, mais l'année d'avant, ils finissent avec 97 points et ils sont seconds. Ils sont seconds. Moi, je pense que Liverpool, ils sont cramés physiquement. C'est pas évident. Jouer tous les 3 jours, etc., etc. Ils sont pris entre deux couteaux où ils ont fait 2 saisons de malades. Ils ont couru dans tous les sens. Ils ont été chargés dans tous les sens. Et voilà, ils ont perdu une finale de Ligue des Champions. Ils ont réussi à l'avoir. Ils ont gagné le championnat. Et forcément, dans les jambes, ça use. Ça use. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est la 4e ou 5e année de club, hein. C'est pas la 3e, mais je vois ce que tu veux dire. T'as raison. Il y a toujours un petit coup de mou dans ces cycles. Enfin, il y a un petit cycle, mais je pense pas que c'est une fin de cycle comme je l'avais dit avant. Et pour revenir à ta question, Anthony, ouais, le match en soi, comme il a dit Abdou, il a perdu de sa valeur. Surtout qu'on a quand même été habitué au même schéma de jeu, genre Mourinho, à l'époque de Mourinho où il y avait le bus et Liverpool qui attaque en attaque placée. Et ça stagne. Il y a pas de, c'est pas vraiment vivant comme match. Sur le plan du jeu, c'est pas du tout ce qui me hype le plus. Mais forcément, la rivalité revient et t'as pas envie de perdre ce match, quoi. Genre vraiment là, surtout là, ce week-end, c'est double peine si on perd, parce que non seulement on perd la place en Ligue des Champions, mais en plus on la perd contre notre rival historique, donc ça nous met encore plus la rage. Mais un autre match, moi, cette saison qui était super important, il l'était plus trop après, mais c'était contre City, parce que City, c'était clairement notre rival pour le titre. Enfin, on pensait que ça serait notre rival pour le titre. Et bon, ce qui a suivi après, ça nous a montré que finalement. Mais bon, voilà, donc le match de United reste important, même s'il a perdu de sa valeur. Je vais te relancer, Abdou, du coup, avant que Augustin revienne avec toi, Maxence. Tu disais que le derby a perdu de sa valeur. Pour toi, est-ce que c'est le derby le plus important pour Manchester, pour Manchester United, Liverpool, ou est-ce que c'est un autre, comme par exemple Manchester City, qui grimpe de plus en plus, ou peut-être encore une autre équipe pour toi, en tant que supporter, quel est le derby le plus important Je parle pas vraiment du match de cette année, je parle historiquement, entre les supporters et tout ça, quoi. Ouais, non, je pense que c'est aussi le derby le plus important, c'est contre Burnley. Non, je rigole, je rigole, je rigole. Non, non, Liverpool, ça reste le derby le plus important parce que c'est les rivaux historiques. C'est bon après, on a disputé le titre contre eux, on a déjà disputé le titre contre City. Après, City, c'est une affaire de ville. C'est juste une affaire de ville. Un coup, la ville, elle est bleue, un coup, la ville, elle est rouge, tu vois. Alors que là, ça s'appelle pas le derby d'Angleterre pour rien.
C'est quand même un match qui est des fois plus regardé que le Classico. Tu vois, Ouais, c'est pas 600 rien. millions. Voilà, tu vois, ça concerne des fois, tu vas dans les pays africains, des fois, les villages au Kenya ou en Ouganda, ils sont divisés en deux. Tu vas en Asie, en Indonésie, c'est pareil. Il y a des gens qui misent leur baraque, il y a des gens qui misent leurs femmes. Non, c'est sérieux, tu vois, c'est les rivaux historiques. Donc, ça restera toujours. Moi, si tu veux, je compare toujours le stress que j'ai eu quand on a joué le titre contre City et le stress que j'ai eu quand on a joué le titre contre Liverpool. Mais le soulagement que j'ai eu quand Tim Cahill il leur a foutu une clim à Anfield, tu vois, parce qu'il faut pas oublier que 2009, Liverpool, ils perdent le titre, mais ils ont une défaite. Nous, on le gagne et on a peut-être deux ou trois défaites. On Tu a vois, 2 défaites, c'est il me semble. deux, ouais, 2. deux, mais Ouais, 2. en tout cas, on a plus de défaites qu'eux. On a plus de défaites qu'eux, c'était haletant, parce qu'en plus, Torres, il lâchait rien, c'était un vrai pitbull et Ouais, en j'attendais fait, leur faux pas. ce qui nous fait perdre, c'est on fait énormément de nuls. Il me semble qu'on fait 10 ou C'est 11 nuls ça. dans la Ils font, saison ils et font trop de vous en matchs faites 2 nuls. fois moins. Ils font trop de matchs nuls et en fait, Manchester, ce qui leur sauve, c'est une série peut-être de 7 ou 8 matchs, ou entre 6 et 8 matchs où ils font que des 1-0. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, dont le 1-0 contre Fulham où c'est Ronaldo, il marque à la dernière minute et tout. Et voir que c'était leur rivaux de la ville, Everton, qui leur prive, enfin qui leur coupe, tu vois. Bah, ouais, voilà, ce stress-là, il était plus grand que quand on a joué le titre contre City, tu vois, encore. Ouais, City, hein, j'avoue, on avait quoi? On avait 11 points, ils ont réussi à nous rattraper. Après, il y a eu Agüero contre QPR. Après, l'année suivante, il s'est passé quoi? Ils ont pris 13 points et là, ça y est, c'était. Tu vois. Mais c'est une affaire de ville avec City. Contre Liverpool, c'est une affaire d'histoire. C'est toujours une affaire d'histoire de toute façon. Maxence, à peu près la même question. Everton ou United? Clairement United. Clairement United. Abdou disait des fois la ville elle est bleue, des fois la ville elle est rouge. À Liverpool elle est tout le temps rouge la ville. Enfin, à un moment donné, il faut être c'est clair et net, elle n'a jamais été bleue. Enfin, ils reviendront. Enfin, ça va être compliqué pour eux d'avoir une hégémonie sur Liverpool. Mais ouais, c'est clairement le derby d'Angleterre, c'est United Liverpool, il n'y a aucun doute là-dessus. Je peux aussi faire une comparaison. Par exemple, moi, j'ai éprouvé plus de satisfaction quand Liverpool a sorti United en Europa League en 2016. Le match aller-retour, là où Coutinho il vous fait un petit but piqué à De Gea, là, je pense que Abdou t'en souviens. C'était vraiment genre match, bon, c'était mérité la qualification. Et j'ai ressenti plus de satisfaction là que la qualification contre City en 2017-2018 où on leur met 3-0 et 2-1 au retour, alors que c'était en Ligue des Champions. C'était une échelle supérieure. Et pourtant, j'ai ressenti plus de satisfaction en Europa League parce que c'était United. Donc ça, c'est parlant. Et oui, bah, forcément, United, pour moi, ça le restera toujours. Même si ces dernières saisons, on n'a pas connu le cas de figure de 2008-2009 où c'était United contre Liverpool pour le titre. Ça fait longtemps qu'on l'a plus eu, ce cas de figure, et j'espère que ça va revenir parce que c'était vraiment haletant de ouf. C'est limite en fait un Manchester encore, mais Manchester City, Liverpool, des fois pour le titre, ces 2 dernières saisons c'était le cas, cette année du coup moins, mais on reste sur du Manchester-Liverpool, mais c'est pas pareil. C'est vrai que ces dernières saisons, le classico un peu, c'est le City-Liverpool. Depuis 3-4 ans, c'est le gros match de Première Ligue, très clairement. Mais il ne dépassera jamais en termes de hype et d'envergure, d'audience, le United-Liverpool. Parce que du fait de l'histoire, du passif historique qu'il y a entre les deux clubs, il y a 100 ans d'histoire, c'est les deux clubs les plus titrés d'Angleterre. D'ailleurs, Liverpool est plus titré que United quand on compte tous les trophées. Voilà, ça c'est dit. Comment ça, non, Abdou? On est à un titre de plus ou quelque chose comme ça. Non. C'est faux, tu as les mauvaises sources. Abdou. Non, ne fais pas le supporter qui supprime les Community Shield ou je sais pas quoi là. Non, je les supprime pas. J'ai même la stat sous les yeux. 43 titres, Liverpool et Manchester 42. Si vous gagnez à l'Europa League, vous nous égalisez. On vous a dépassé avec la première ligue la saison dernière. Mais ça, on l'avait entendu ce moment, Si. C'est tout. Alors attends, faut que je la retrouve. En tout, je crois qu'il y a il y a pas 66, 65 ou quelque chose comme ça. Alors, 43 trophées et United 42. Je suis tombé sur un article qui date du 24 juillet 2020. Et j'avais déjà vu cette stat plein de fois. Donc je pense qu'on est sur une stat qui est correcte. Après, c'est pas grave. Un titre, c'est vite rattrapé. Hein.
Oh, tu ne sais rien du tout. Ah oui, c'est rien du tout. Hein. Bon, après, à la cadence où vous allez en ce moment, c'est un peu beaucoup, peut-être. Abdou. Hmm. Il tient à son community shield, l'autre, là. Regarde-le, regarde-le. Ouais, non, c'est parce qu'il y a un moment où les supporters enfin pas que les supporters de Liverpool, hein, ils disaient que ouais, voilà, les Community Shield, elles comptent pas, la League Cup, elle compte pas, donc le 2008, ce qu'ils ont fait, c'est pas un triplé et tout. Ah, mais quand eux, ils la gagnent, elle compte, comme par magie, tu vois. Non, non, dans le classement, elle est Ouais. comptée. Je l'ai sous les yeux, là, je la vois noir sur blanc. Elle y est. Après, ça, franchement, honnêtement, ça se vaut. Enfin, on a tous eu, les deux clubs, ils ont eu leur moment de gloire. Années 60, comme ça, c'était United. Après Liverpool, 70-80, on a marché sur l'Europe et sur l'Angleterre. Et après, bah, United qui sont revenus 90-2000. Et 2010, début de l'année 2010, c'était encore United. Et là, depuis 2017 et depuis qu'on est bien revenu avec Klopp, là, c'est à notre tour. Mais c'est un peu, ouais, on se passe le flambeau. Et ça va être comme ça encore pendant longtemps, je pense. Même s'il y a d'autres clubs. Je vais juste, du coup, vous lancer sur un petit point qui va être important. Les petits pronostics. Qu'est-ce que vous en pensez? On va peut-être commencer par toi, Abdou, tu joues à domicile, donc t'es serein ou comment tu abordes le match? Juste voir que oui, on a bien 66 trophées majeurs. Voilà. Et je crois que Liverpool, ils en ont peut-être 63 ou 64. Donc, ouais, voilà, après, comme il a dit, une histoire de 2 titres, c'est réglé vite fait, tu vois. Mais bon. Mais pour revenir au match de dimanche, je sais pas trop, puisque cette année, Manchester United contre les grandes équipes, c'est pas un bilan trop positif. C'est des matchs plutôt très fermés. Le match aller contre City, le match aller euh, contre Chelsea, le match retour contre Arsenal, le match aller contre Liverpool. C'est plutôt des matchs très très fermés par rapport à la saison dernière où c'était des matchs où voilà où on proposait quelque chose. Mais cette année, c'est plutôt des matchs fermés. Donc ça m'étonnerait pas s'il y a un match nul. Ça m'étonnerait même pas s'il y a un 0-0. Après, voilà, on les a quand même sortis de la FA Cup, où c'était quand même un match qui était plutôt pas mal. Je crois qu'il y avait eu 2-1, je crois. Donc, je sais pas. La On peut victoire s'attendre à contre tout. Rome, là, cette victoire contre Rome, pour toi, c'est un coup de. Voilà, c'est histoire de marquer les esprits avant ce match contre Liverpool, ou absolument pas, et ça peut être un Non. excès de confiance. Le match contre Rome, en fait, Manchester, pour la première fois de la saison, ils ont eu une semaine de repos. Ils ont eu une semaine de repos avant de jouer contre Rome. En fait, ils ont joué contre Burnley, je crois qu'ils ont joué le 18, après ils ont joué le 25. C'était la première fois qu'on avait une semaine de repos. Ça fait du bien dans les jambes. Donc forcément, on est arrivé chargé comme des mules sur les 3 derniers matchs, c'est tout. C'est le repos qui a fait que. C'est pas pour envoyer un signal à Liverpool. Liverpool, tu leur donnes une semaine de repos et ils vont charger comme des mules les prochains matchs. Parce que le rythme de 3 jours, ça s'est senti sur certains joueurs, ça s'est senti sur Rashford, ça s'est senti sur Bruno, ça s'est senti sur Greenwood, ça s'est senti sur Martial. Mais là, avoir une semaine de repos, ça a fait la différence. Et de ton côté, Maxence, ce match, tu crois à un 4-1 comme en 2009, ou au contraire, au vu de la saison, un match un peu plus fermé comme le pense Abdou? Abdou, il a raison de parler de l'aspect physique parce que la saison, elle est vraiment, il y a un rythme infernal. C'est des 2-3 matchs par semaine depuis quasiment un an maintenant, depuis la crise du Covid. Donc, il a raison de parler de ça. Et Liverpool, ils auront plus de jours de repos évidemment que United. Donc, le nombre exact de jours de repos, on avait fait 1-1, il me semble que c'était samedi dernier. Donc, on a Wolverhampton. quasiment une semaine avant le Wolverhampton. Non, c'était pas Je crois que c'était Wolverhampton, c'était non, c'était Newcastle. C'est Newcastle qui C'était Newcastle, ouais. nous égalise tout à la fin. Ouais. Donc c'était le 24, donc c'était la semaine dernière. Et ouais, on aura une semaine de récupération. Je pense qu'on va arriver frais. Après, c'est United, c'est un jeu qui ne nous convient pas du tout. Je pense qu'ils vont jouer bloc bas. Et comme on l'a vu cette saison, on est vraiment en galère contre les blocs bas. On n'arrive pas à créer. Le match, il peut durer 63 jours. J'ai l'impression qu'on marquera pas un but, tellement on n'arrive pas à se créer d'occasion. Donc, ça va être compliqué. J'ai vu qu'il y a Matip qui est de retour à l'entraînement, mais il sera trop juste pour jouer, je pense. Du coup, on va avoir notre petite défense Kabak
Kabak, Phillips, ce qui fait plaisir. Et ça va être compliqué parce qu'en plus, ils seront moins frais, mais j'espère, ça va être super important les 45 premières minutes, je pense, parce que cette saison, j'ai vraiment l'impression que plus le temps passe, plus on doute en fait, parce qu'on a plus de confiance en nous offensivement, donc premières 45 minutes vont être importantes et les choix de Klopp aussi, j'aimerais bien qu'il fasse plus jouer des joueurs qui créent du jeu, genre par exemple Shaqiri qui a quasiment aucun temps de jeu cette saison alors qu'il peut apporter, il a la qualité technique pour apporter des choses créativement parlant. Donc ça va se jouer à des détails comme d'habitude dans ces matchs, mais s'il fallait donner un pronostic, bien sûr, j'aurais un éditeur de Liverpool, je dirais un petit 2-1, ça ferait plaisir, avec un petit but de Salah à la 90e, petit face à face après un dégagement d'Alisson pour nous rappeler les bons souvenirs de l'an dernier. Ah, toujours un petit peu de pique, hein, toujours. Anthony, faire un FA Cup, ça. Comment ça? J'ai pas entendu. Non, j'ai dit fallait le faire en FA Cup, ça. Ah, mais en FA Cup, c'est un match particulier. Et puis de toute façon, Klopp, tu connais, il s'en fout, lui. Les matchs, les coupes nationales, c'est ça que je lui reproche. C'est ça que je lui reproche. C'est vrai que c'est dommage. C'est ça que je lui reproche parce que City, ils auraient joué à fond pour gagner plusieurs titres. Ah, United, il serait allé à fond pour gagner plusieurs titres. Klopp, ce que je lui reproche, c'est qu'il est allé à fond que pour le championnat. Alors, je lui pardonne. Je crois que c'était la FA Cup où il est tombé sur Aston Villa. 2 jours avant, il avait joué à Dubaï, je crois. Je sais pas où c'était. Ouais, il avait fait jouer les jeunes. Là, il a fait jouer les jeunes, forcément. Voilà, c'était pas possible. Mais après, voilà, il y avait vraiment matière à aller chercher la League Cup. Tu vois, il y avait de quoi aller chercher le doublé. Et moi, je trouve ça dommage que Klopp, il a pas, comment dire, qu'il n'a pas donné cette motivation à ses joueurs pour dire voilà, on est Liverpool, on roule sur tout le monde cette année, on cherche plusieurs titres. Après, il y a le contexte, voilà, Liverpool, ils n'ont pas gagné l'APL depuis une trentaine d'années, c'est normal et tout, c'est le titre qu'ils cherchaient le plus depuis 30 ans. Si c'était Pep, il serait allé chercher plusieurs titres. Et même si c'était Solskjaer, il serait allé chercher plusieurs titres. Ouais, t'as raison. Moi, c'est juste ça le reproche que je fais à Klopp, c'est de ne pas aller bouffer sur plusieurs plats. T'as entièrement raison, là, je peux rien répondre par rapport à ça. Je pense que plein de supporters le regrettent aussi. Après, est-ce que ce qu'il demande physiquement aux joueurs, il fait des sacrifices pour pouvoir être plus frais dans d'autres compétitions et pour alléger le calendrier? C'est peut-être sa réflexion, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est pas forcément défendable quand tu appelles Liverpool et que tu as envie de gagner tous les trophées, quoi. Pour reprendre un petit peu les pronostics, Anthony, justement, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que, comme le disait Maxence, c'est un peu le match de la dernière chance pour Liverpool. S'ils veulent avoir un espoir de Ligue des Champions. Le match de jeudi, Manchester l'aura forcément dans les jambes, sachant que du coup Liverpool a joué samedi dernier. Ils avaient une semaine pour préparer cette rencontre. Je pense que ça va se finir sur un match nul, parce que je vois peut-être quand même pas Manchester United laisser la victoire, enfin le champ libre entre guillemets, l'espoir à Liverpool, pardon. Ils auront peut-être aussi à cœur justement de les empêcher tout simplement de jouer potentiellement en Ligue des Champions l'année prochaine. Maintenant, physiquement, ils vont peut-être un peu pêcher en deuxième mi-temps, en fin de match. Je vois bien un petit un partout entre les deux équipes. Liverpool qui ouvre le score et Manchester qui recolle par la suite. Et toi, Augustin? J'allais dire, on connaît ton talent à trouver les bons scores à chacun des matchs. Non, oui, pour moi, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, dans le sens où voilà, Liverpool, c'est pas non plus une très grande attaque cette saison. Je crois que c'est une 50aine de buts, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, voilà, 55 buts. Donc, ça ne marque pas énormément non plus par rapport aux 69 de City ou aux 64 de United. Maintenant, c'est vrai que c'est le match de la dernière chance. Donc, clairement, s'il y a un match qu'ils doivent gagner en ayant une semaine de repos, c'est celui-là. Et c'est pour ça que je vois pourquoi pas une victoire de Liverpool, limite à la surprise générale.
Mais bon, United, comme tu l'as dit, comme tout le monde le dit, ne lâchera pas ce match. Même s'ils ont joué jeudi, même s'ils ont les jambes en feu, ils sont quand même, pour moi, il y a quand même ce match qui a été important contre la Roma et qui peut quand même envoyer un message pour finir la saison de la meilleure des manières. Donc, je dirais, allez, un 2-1 parce que c'est le score le plus traditionnel de ce match. Donc, un petit 2-1 pour Liverpool, mais dans un match très, 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 très fermé et très serré. Alors, si je peux rebondir un peu, est-ce que je peux rebondir un peu? Rebondir. Ouais, voilà, c'est pour dire que des fois, jouer en milieu de semaine, c'est à double tranchant. Et par rapport à l'équipe qui n'a pas du tout joué pendant une semaine, alors tu peux être frais. Voilà, tu t'es reposé, tu peux arriver, tu peux être frais, mais tu peux être froid aussi. Et tu peux ne pas être en forme. Et tu peux ne pas être en forme par rapport à l'équipe qui a joué en semaine, qui est encore un petit peu chaud. Et ça aussi, c'est à double tranchant parce que soit voilà, tu es encore un petit peu chaud, donc tu arrives un petit peu en mode boulet de canon sur le match suivant, soit justement, tu es un petit peu trop épuisé. Donc ça dépend. Après, ça, si c'est des matchs, je veux dire, si tu avais du public, même si on joue en milieu de semaine, je t'aurais dit, Liverpool, ils ont zéro de chance de gagner à Old Trafford. Voilà, tu vois. Mais là, la notion de domicile et extérieur, elle est supprimée de toute façon depuis le huis clos. Donc, tout peut arriver. Personnellement, je vois le match nul. Je vois le match nul, mais il peut y avoir n'importe quelle surprise du côté de Liverpool. J'ai une question pour finir le débat en beauté. C'est qui a la meilleure équipe aujourd'hui? Enfin, aujourd'hui même. Ah Depuis... bah, aujourd'hui, la question elle est vite répondue, je pense. Abdou, tu vas répondre à ma place. Bah, c'est eux. Sur le papier, c'est eux. Sur le papier, c'est toujours Liverpool. Attends, t'as Mané, t'as Firmino, t'as Salah, t'as Thiago. Bon, Thiago, c'est Van dommage Dijk parce quand qu'il il n'est pas blessé. T'as Thiago, ouais, voilà, t'as Thiago parce que c'est dommage, il remplit pas son rôle. T'as Wijnaldum, t'as Henderson, t'as Trent. Sur le papier, c'est eux. Après, sur l'état de forme, c'est nous. Mais sur le papier, c'est eux. Ouais, je suis d'accord. Après, quand tu parles enfin, de manière générale, c'est compliqué. Tu vois, il y a plusieurs époques à comparer et Leur tout, génération surtout de qu'on n'a pas joueurs. forcément vécu les. Ouais, on n'a pas vécu. Moi, j'ai pas vécu l'âge d'or des années 80-70 où on a fait 4 Ligues des Champions et 11 titres. Mais peut-être que les légendes de United sont un peu plus pas mainstream le terme, mais plus populaires que celles de Liverpool. Genre, tu vas en France, tu demandes aux gens, ils ont plus retenu les légendes, les Beckham, les Ronaldo, Mm. les Cantona, que les Ian Rush et les Kenny Dalglish, quoi. Ouais, voilà, mais ouais, Kenny Dalglish, exactement. En fait, les légendes de Liverpool, c'est que des légendes britanniques, presque. Ouais, ouais, ça. Voilà, tu vois, Gérard, Ian Rush. Après, le seul truc, c'est que voilà, on retient pas trop Bill Shankly, mais on retient plus Ferguson. Ouh, attention. Genre, oui, en Angleterre, c'est une figure. Le mec, il est. Après, en Non, Europe, ouais, je vois ce que tu veux dire. En je parle Europe, en peut-être France qu'on. plutôt, ouais, voilà, tu vois. Ouais, Mais en France. c'est vrai que chez Liverpool, on a plus tendance à retenir, on retient plus les légendes britanniques. C'est pour ça, nous, tu vois, Manchester, on a eu Cantona, tu vois. Ça fait la Hmm. différence. On a eu Cantona, on a un énorme respect pour Sylvestre, on a un énorme respect pour Luis Saha, tu vois. Evra. Euh, Evra, ouais. Et bah, Martial, du coup. Et c'est vrai que ça fait la différence pour nous qui sommes français. C'est ça, il y a plus. Enfin, quand il y a des joueurs français dans un club, ils sont beaucoup plus médiatisés. Je pense à Arsenal, les années Voilà, c'est 2010, ça Arsenal était exactement. énormément médiatisé alors qu'ils n'avaient pas forcément le niveau d'un United ou d'une époque d'une équipe de l'époque. Bah, je pense à Chelsea qui dominait à l'époque. Donc il n'y a pas eu beaucoup de Français quand on est réfléchi à Liverpool dans les 20 dernières années là. Bah, après, Donc ouais, c'est ils ont on quand même aimerait eu plus. Liverpool, ils ont quand Si même eu c'est Gérard Rouillet. Ouais, si c'est. ouais ouais. Ils ont eu Gérard Rouillet comme coach quand même. Mais sinon, ouais, il y a pas de vrai Français qui a vraiment laissé sa patte, quoi. Tu vois? Cantona, c'est le king. Hmm. Il y a pas de joueur français comme ça à Liverpool qui a une pareille stature. Et c'est sur ce débat, du coup, qui pourra encore continuer pendant des heures avec vous trois, qu'on va s'arrêter pour cet épisode, parce que ça doit faire une bonne heure.
Alors, merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation et d'être venus parler de vos clubs respectifs. Merci à vous. Merci. Merci à Augustin pour sa nouvelle participation dans le podcast. Encore une belle masterclass aujourd'hui. Quant à vous, chers auditeurs, si ce nouvel épisode de Derby Time vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à nous rejoindre sur les comptes Twitter et Instagram @duo-de-foot. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau derby. Allez, Ciao, salut! ciao. Ciao, ciao, bonne soirée. Vous ne marcherez jamais seul.